enfants. Le 7-9 de Matin Première. Il est 7h49. Bonjour Thomas Gadisseux. Bonjour à toutes et tous. On va parler culture, mais aussi protocole sanitaire pour les enfants, notamment dans les écoles, avec notre invité ce matin, c'est Bénédicte Linard. Voilà, la ministre de l'Enfance et de la Santé du gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, vice-présidente du gouvernement de cette Fédération Wallonie-Bruxelles, mais aussi ministre de la Culture, un secteur culturel qui sort des fêtes un peu groggy après toute la saga avec cette annulation de la fermeture décidée par un Codeco fiasco, pour finir avec un protocole toujours en vigueur, mais qui est contesté. Alors, quelles sont les aides pour ce secteur ? Y a-t-il toujours cette épée de Damoclès autour du secteur culturel avec un risque de fermeture ? On va évoquer tout ça avec la ministre de la Culture. Bonjour Bénédicte Linard. Bonjour et bonne année. À vous aussi. À côté des règles de quarantaine, le retour à l'école est placé aujourd'hui sous le signe de l'aération forcée des écoles, mais aussi de la recommandation faite aux parents de réaliser des autotests hebdomadaires. Qu'est-ce que vous dites aux parents ce matin ? Il faut faire tester son enfant toutes les semaines avant de l'amener à l'école ? Alors, vous avez bien parlé de recommandations, c'est important, ce n'est pas une obligation. Ce qui est surtout important dans les écoles comme ailleurs, c'est de respecter un maximum les gestes barrières, et c'est ce qui est recommandé le plus possible, et c'est ce qu'il faut faire tant à l'école qu'ailleurs, que ce soit... Surtout ne pas mettre ses enfants, si on a des symptômes de la maladie, ne pas les mettre à l'école, mais aussi être attentif effectivement à ce qu'ils puissent être en toute sécurité, comme les enseignants à l'école puissent être en sécurité, parce qu'on a toujours veillé à préserver les enfants dans cette crise et on doit continuer à le faire. Et le retour à l'école, j'ai entendu vos invités précédents, ont dit combien il était important de permettre aux enfants de retourner à l'école, et c'est ce qui est fait aujourd'hui. Mais les autotests coûtent. Donc on laisse les parents un peu dans le flou, c'est eux qui portent la responsabilité d'assumer cet autotest ou pas, avec le coût aussi. On a l'impression que politiquement on n'assume pas cette recommandation. Mais donc une recommandation, c'est vraiment différent d'une obligation. La question de l'obligation, elle va venir sur la table à un moment donné, et là, non seulement la question du coût, mais aussi, est-ce que c'est pertinent qu'il y ait des autotests répétitifs dans les écoles pour tous les élèves ou pour une partie des élèves ? Est-ce qu'au niveau organisationnel, c'est possible ? Et donc, on pourrait rendre obligatoire ça ? On a mis sur la table de la CIM, donc on a reçu cette proposition à un moment donné, la CIM Santé cette fois, et donc avec la Flandre, avec la Wallonie, mais aussi la Fédération, on se pose beaucoup de questions sur cette décision potentielle ou pas de la question des autotests. Aujourd'hui, ce n'est pas une obligation, c'est important de le rappeler. Par contre, les gestes barrières sont vraiment fondamentaux, et c'est ce qui permet de retourner à l'école en toute sécurité, même si il est vrai qu'il y a eu cette recommandation particulièrement pour ce dimanche-ci, puisqu'on a eu 3 semaines de vie en famille avec des fêtes. C'est important que chacun et chacune puissent venir en toute sécurité à l'école, et c'est aussi en ayant du sens dans certaines mesures, et c'est ça, mettre du sens dans les mesures, les gestes barrières, c'est le sens qui est nécessaire pour qu'on puisse aller tant à l'école que dans les salles culturelles en toute sécurité. Vous avez entendu le ministre fédéral de la Santé, Frank Vandenbroek, qui évoquait le coût des tests PCR assumés par le gouvernement fédéral. Il parle de 200 millions d'euros seulement pour ces 3 derniers mois. Et donc il dit qu'à un moment donné, c'est aux autres pouvoirs de passer aussi à la caisse, notamment pour cette question des autotests. Donc si à un moment donné c'est rendu obligatoire, la Fédération Wallonie-Bruxelles pourrait assumer ces coûts-là ou pas ? Et donc la question ne se pose pas aujourd'hui. Il n'y a pas d'obligation, et avant même que cette question soit sur la table, il y a différentes questions importantes qui se posent, dont le coût, mais pas seulement. Moi, je suis très... j'ai un point d'attention très fort sur les familles. Il y a des familles pour qui chaque euro compte à la fin du mois, entre autres les familles monoparentales, mais pas seulement. Et donc, la question ne se pose pas en ces termes aujourd'hui. Alors, autre question sur ces protocoles sanitaires, c'est la question des contacts à haut risque. Il y a eu un petit peu de flottement. Quand j'ai un contact à haut risque à l'école, au sport ou à l'académie, par exemple, de musique, là, c'est pas de quarantaine. Par contre, quand c'est dans mon foyer, si j'ai un contact à haut risque avec la famille, là, je suis en quarantaine. Quelle est la différence ? Et donc, c'est ce qu'on nous a... on a mis sur la table la CIM Santé. Donc, il y a eu une conférence interministérielle de la santé qui disait comment est-ce qu'on fait pour que les enfants soient le plus préservés possible, le plus possible préservés dans cette crise, avec ce retour à l'école qui est fondamental. Et donc, il a été dit effectivement qu'il n'y a pas de quarantaine pour des enfants qui seraient considérés à haut risque dans certaines activités, mais dans le cadre de la famille, où les contacts sont
très très proches, eh bien là, il est considéré comme à haut risque et donc doit se mettre en quarantaine. Parlons culture avec vous, Bénédicte Linard, puisque vous avez le portefeuille également de la culture. L'année redémarre après l'imbroglio, Thomas en a parlé, autour des mesures visant le secteur culturel. Une fermeture actée par ce fameux Codeco fiasco et puis annulée par une décision de justice. Pagaille politique et une claque tout de même pour le monde politique. Cet arrêt du Conseil d'État qui a forcé le monde politique à faire marche arrière, c'est un tournant dans la gestion de la crise ? C'est important parce qu'en fait, le Conseil d'État rappelle que les mesures que l'on prend dans la crise pour faire face à ce virus, et elles sont fondamentales, ces mesures, elles doivent être équilibrées et proportionnelles à l'objectif recherché. Et donc oui, c'est un rappel qui permet de construire la suite et de dire, ben voilà, on sait qu'on en a encore pour des mois et des mois avec ce virus. Et donc, comment fait-on pour vivre le futur, comment fait-on pour continuer à avoir accès à la culture, entre autres, tout en ayant des mesures équilibrées et proportionnées. Et donc oui, cet avis du Conseil d'État est important. Alors un baromètre est en préparation pour construire justement ce futur. En quoi ça va changer la donne pour qu'on comprenne l'enjeu ? Là, on connaît les jauges. Elles ont évolué au fur et à mesure du confinement, des confinements, les 50, 200 personnes en intérieur, on ne va pas tous les rappeler. En quoi mettre tout ça dans un tableau Excel, ça va changer la donne. Alors c'est vraiment important pour le monde culturel, mais pas seulement, qu'il y ait à un moment donné un outil de prévisibilité. Pas figé, parce qu'on sait que le virus peut changer et que des situations sont parfois différentes de mois en mois, mais qu'il y ait un élément de prévisibilité pour tous les acteurs du secteur culturel. On va avoir des festivals cet été, il faut qu'ils puissent dès aujourd'hui savoir comment ils doivent s'organiser. Mais surtout, cet élément de baromètre, outre la prévisibilité, ce baromètre permet aussi, à certains moments, de ne plus fermer la culture, puisque l'idée, c'est de, en fonction de situations de l'épidémie, moins forte ou plus forte, eh bien, on saura vers quoi on peut aller et ce qui sera mis en place pour accueillir le public en toute sécurité, comme ça a été le cas jusqu'ici. Votre objectif, Bénédicte Linard, c'est que peu importe la situation, on ne ferme plus le secteur culturel ? Et donc, il est avéré aujourd'hui qu'il n'est pas indispensable ni même nécessaire de fermer la culture. Et au contraire, moi je pense que la culture aujourd'hui fait partie de la solution. On est dans un monde extrêmement compliqué. La crise rend ce monde encore plus compliqué. La culture, c'est quoi ? Aller dans une salle de spectacle, ouvrir une BD, c'est une fenêtre qu'on ouvre sur le monde, soit pour un moment de respiration, soit pour un moment de réflexion, et toujours, ou presque toujours de manière partagée. Ça crée des liens entre les gens. Aujourd'hui, ça c'est quand on est spectateur, quand on est soi-même acteur quand on peint, quand on écrit, quand on fait de l'impro, on est acteur quelque part culturel soi-même, et on voit que tous ces actes, qu'on soit spectateur ou qu'on soit partie prenante, c'est fondamental dans la vie de tout un chacun pour garder le cap à un moment donné. C'est pour ça aussi qu'on ne peut pas fermer la culture. Vous parlez de prévisibilité, mais on ne sait pas quand on passera d'un scénario A à un scénario B ou un scénario C. On peut établir tous les protocoles et les jauges pour les différents scénarios, mais c'est impossible de savoir quand est-ce que la situation va se dégrader ou pas. Donc on parle des festivals de l'été, mais on ne sait pas quelle sera la situation cet été. Donc c'est pas prévisible non plus ce baromètre. On peut pas dire ça. Et donc le baromètre induit, grâce à différents indicateurs qui seraient utilisés dans cet outil, induit des mesures différentes, mais induit toujours aussi un seuil minimal qui est d'accessibilité. C'est pas le monde politique qui va décider quand on passe d'un scénario A ou un scénario B. Alors, il y a des éléments les chiffres de l'épidémie de prévisibilité qui se trouvent dans cet outil. Mais il y aura toujours, je pense, et c'est nécessaire, de l'agilité et de la souplesse indispensable pour tenir compte d'une situation ou d'une autre. Mais vraiment, cet outil est fondamental parce qu'aujourd'hui, on n'a jamais eu ça jusqu'à présent, malgré le fait qu'on ait travaillé. Au mois de juillet, on avait un plan événementiel qui était sur la table. Malgré le fait qu'avec le secteur, on ait travaillé pour élaborer des plans qui amènent la prévisibilité, ça n'a jamais été adopté. Aujourd'hui, c'est à cela que l'on travaille avec le secteur, avec le commissariat Covid, avec les autres cabinets, pour qu'il y ait ce baromètre, non seulement pour la culture, qui est essentielle, mais aussi pour l'ensemble de la société. Et aujourd'hui, on rappelle la jauge, 200 personnes en intérieur, quelle que soit la taille de la salle, avec une distance d'1,50 m par exemple dans les cinémas. Vous contestez d'ailleurs la situation actuelle. Les jauges actuelles ne sont pas cohérentes selon vous. Et donc c'est un des résidus, on va dire, de la décision avant la fermeture des salles culturelles. Donc la fermeture était contestée, mais la situation actuelle est aussi contestée. Et donc la jauge absolue n'a pas de sens. Qu'il y ait des jauges, ça peut avoir du sens à certains moments, mais
La jauge absolue à 200 dans une salle de 200, de 500 ou de 10 000, ça n'a pas de sens en termes de gestion épidémiologique. Et donc, ce qui est important, c'est de pouvoir aussi, grâce à ce nouveau plan, revoir ces décisions. Même les jauges au sein du baromètre. Comment éviter les fiascos d'éco-déco ? Votre représentant au sein du comité de concertation, c'est le ministre-président Pierre-Yves Giolet. Il représente la Fédération Wallonie-Bruxelles. Il a validé cette fermeture. Est-ce que désormais, vous voulez être autour de la table, en fait ? Donc, je n'ai pas besoin d'être au Codeco. Par contre, je trouve très intéressant que le Codeco, quand il doit prendre des mesures à un moment donné, puisse travailler en amont avec les ministres fonctionnels. On a rencontré les ministres de l'enseignement avant la rentrée scolaire ici. Ça avait du sens. Eh bien, c'est pareil. C'est ça. Oui, il y a du travail de préparation, de construction qui doit se faire en amont. Et les ministres fonctionnels, pas seulement la ministre de la Culture francophone, mais les ministres fonctionnels doivent pouvoir participer à ce travail. C'est ce qu'on fait depuis très longtemps. En tout cas, on prépare. Et donc, je pense que c'est comme ça qu'il faut travailler. Vous nous avez souhaité une bonne année au début de l'interview, Bénédicte Linard. Vous pensez qu'elle sera meilleure que 2021, 2022 ? Moi, je suis toujours très optimiste et donc j'ai envie de souhaiter le meilleur à tout le monde, même si ce n'est pas toujours facile. 2022 qui dit mieux. 2022 qui dit mieux. C'est un beau slogan, Thomas Guédis. Merci à vous. Merci à vous, Bénédicte Linard, ministre de l'Enfance, de la Culture et de la Santé en Fédération Wallonie-Bruxelles. Vous écoutez Matin Première, il est 8h.